Salut tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de la vidéo que j'ai sortie il y a un mois, un rayon dans l'obscurité, des éclats sur les voiles, les phares importants dans la course au large. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, elle est disponible en suggestion dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook. Le lien est comme d'habitude en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Et on commence comme d'habitude par le point actu et la transat en double Concarneau-Saint-Barth. Et pour l'instant, c'est le duo Alexis Loison-Guillaume Pirouel qui tient la tête de la course sur Région Normandie devant le skipper massif de Pierre Quiroga et Erwan Le Traoulec et le bateau L'Égoïste Cantinet Saint-Barth mené par Éric Perron et Miguel Danet. Au pied du podium, c'est le leader de la semaine dernière, Guyot Environnement, Ruban Rose, bateau de Pierre Leboucher et Thomas Rouxel, qui tient à distance Tom Laperche et Loïs Béréard, navigant à bord de Bretagne CMB Performance. À la 6e place, c'est Devenir, le bateau de Violette d'Orange et Alan Roberts, qui est contre toute attente devant Keguiner Innoveo, mené par Tanguy Le Turquet et Corentin Douguet, qui est 7e, 6 belles vacances Team Play to Be, à bord duquel naviguent Pep Costa et Will Harris qui pointent à la 8e place, Nils Palmieri et Julien Villion, 9e sur leur bateau Teamwork, et Brace Cola, qui est barré par Gilles Dasmaé et Tom Dolan, 10e. On passe ensuite au Mercato des IMOCA avec le très joli coup de Romain Attanasio et de son nouveau sponsor Fortinet qui ont racheté l'IMOCA Malaysia, l'ancien de Boris Herman. Le skipper allemand a de son côté lancé la construction d'un nouveau bateau pour le Vendée 2024 alors que Pip Art a racheté un foiler, l'ancien bateau de Louis Burton, Bureau Vallée 2. Damien Seguin a clamé son envie de participer au VG 2024 avec un foiler de 2020, tandis que Sébastien Simon, officiellement débarqué par son sponsor, comme je vous en avais parlé dans le point actu de la semaine dernière, est déçu et dans l'incompréhension totale. Alex Thompson a, lui, confirmé qu'il reviendrait sur les océans pour la Rolex Fastnet Race de cette année. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Le golfe de Gascogne, pouvant être considéré comme membre de 40e régissant, est un passage redoutable pour tout marin et particulièrement lors des courses au large lorsqu'il se réveille. Thomson, Bestaven, Depavant, Burton, Parlier, Perron, ils ont été tellement nombreux, et cela arrivera encore, j'espère le moins possible, à jeter l'éponge prématurément dans ces lieux. Un y va même y laisser sa peau, Nigel Burgess en 1992. Pourtant, 137 ans plus tôt, en 1853, au Cap Finistère, un phare s'y allume. Ce phare, méconnu mais mythique pour les skippers, signifie la fin de cet enfer de golfe. Le phare ne mesure que 17 mètres de haut, en raison de sa position sur un promontoire qui trône à 120 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais possède une puissante optique portant en moyenne à 23 000 alentours, soit environ 42 km. À l'origine, le phare est doté d'un système catadioptrique de premier ordre avec une lampe alimentée à l'huile d'olive. Électrifié en 1931, il est désormais automatisé, n'est plus gardienné et n'est pas ouvert à la visite. L'entrée dans l'immensité de l'océan Atlantique qu'il va falloir descendre ou traverser avant d'y remonter et de recroiser sa route pour refaire le golfe de Gascogne dans l'autre sens pour arriver enfin à destination. Bref, ce phare, l'un des plus célèbres d'Espagne et la deuxième destination la plus célèbre en Galice, derrière la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, est un symbole pour les marins, notamment pour les skippers du Vendée Globe. Comme deux autres phares de cette vidéo, celui-ci est iconique. Établi sur le Cabo do Boa Esperança, en français Cap de Bonne-Espérance, découvert en 1487 par l'explorateur portugais Bartomeu Dias. En 1860, la décision est prise d'établir un phare sur le site même du cap. Une tourelle en fonte, mesurant 8 mètres de haut
est doté d'une lanterne absolument gigantesque. Il est peint en blanc sur la moitié supérieure et en noir sur la partie inférieure, alors que la coupole de la lanterne est vêtue de rouge. Seulement, il est inefficace par temps de brouillard ou de nuages épais, et il fut éteint en 1919. Pourtant, la décision est prise dès 1911 d'édifier une nouvelle tour capable de porter un appareil d'éclairage plus perfectionné et plus performant sur le promontoire de Cape Point, à 2 km du Cap, suite au naufrage du SS Lusitania, navire portugais. L'édification de la tour commence en 1913 sur le promontoire de Cape Point et s'achève 5 ans plus tard, après un labeur ardu dans des conditions extrêmement difficiles. Placé à 249 mètres au-dessus de la mer, beaucoup plus haut que le premier, il porte à 32 000. Le phare est une marque de passage obligée pour tout marin, un passage iconique qui signifie l'entrée dans le cercle fermé des marins ayant passé ce mythique lieu hostile en haute mer, signifiant l'entrée dans le Grand Sud et l'océan Indien. Pour tout marin, apercevoir cette tour blanche, haute de 39 mètres, soit 7 étages et 186 marches, passer cette marque, le deuxième des 3 caps légendaires d'un tour du monde, signifie qu'on est aux 2/3 d'un tour du monde. Le Win s'allume pour la première fois le 10 décembre 1896 après un an de construction. Pourtant, aujourd'hui à 25 000, soit 48 km, le phare a reçu, pour socle à mercure de sa lanterne, un appareil Chance Brothers, permettant de faire tourner sa gigantesque optique composée de 2 panneaux, ce qui différencie le phare avec les autres phares australiens beaucoup plus rapidement, émettant un tour et donc un éclat rapide toutes les 10 secondes, tandis que les autres émettent un éclat lent toutes les 2 minutes. À l'origine, le phare devait être doté, en plus de son optique principale, de ce que l'on appelle un feu auxiliaire. Toutefois, on a fait valoir que la lumière attirerait des marins imprudents trop près de la côte, de sorte que la construction a été interrompue. La lanterne et la lentille ont ensuite été utilisées au phare de Bathurst Point en 1900. Électrifié en 1982, il a été automatisé, ne compte plus de gardiens, mais désormais ce sont les visiteurs qui exercent cette constante montée des 186 marches de l'escalier de Lewin. Évidemment, sans oublier les skippers, qui eux aussi exercent une valse en face du phare, légendaire marque pour les skippers, qui en ont fait plus de la moitié. Ah, il en fallait un. Ici, lorsqu'on double le cap le plus célèbre du monde, ce cap légendaire, ce caillou mythique, un phare trône sur l'emplacement du Cap Horn, face à la mer déchaînée des environs du Cabo de Hornos. D'après la légende, 17 000 marins et 800 bateaux se seraient perdus là, dont un ultime, actuel ultime 1, mené par Yves Le Blévec, se retourne et coule en 2014, et plusieurs IMOCA, dont le VM Matériaux de Jean Le Cam, qui font tous deux partie de cette très et trop longue liste. Pourtant, ce n'est que très tard, en 1990, que l'on décide de la construction d'une tourelle de 11 mètres de haut sur l'Isla Hornos, qui comprend le Cap Horn. Bâtie en une année, la tour est également accompagnée de logements, détachés de cette dernière, construits en 2006. Elle est aujourd'hui automatisée, mais toujours gardée par un gardien et sa famille, seul au monde, au bout de la terre de feu. Des visiteurs y sont également accueillis. À proximité du phare, une station météorologique et une petite chapelle, en mémoire des marins péris en passant le Cap Horn, ont été érigées. Portant à 12 000 nautiques, le phare, qui ne doit pas être confondu avec le phare Cabo de Hornos, ou petit phare du Cap Horn, est un passage obligé pour tout tour du mondiste, qu'il le fasse à l'endroit ou à l'envers. Ce phare, que beaucoup de gens qui visionnent cette vidéo connaissent, signifie la fin d'une aventure épique, difficile, hors du commun, alors que le skipper qui l'aperçoit est sur le point de rentrer dans le cercle fermé de ceux qui sont parvenus à boucler la boucle. La pointe du but est réputée pour sa beauté, mais également
car il contient, sous ses eaux, un véritable cimetière marin. Ils sont une quasi-trentaine de bateaux à s'être cassés les dents, ou plutôt la coque, sur les funestes écueils des chiens périns, sur lequel est bâtie une tour-balise suite justement à ces naufrages. La tourelle est d'ailleurs l'un des premiers feux automatiques dotés en 1935 d'un appareil au gaz propane et de Basse-Flore, à 13 milles de la côte, qui a vu aussi des bateaux se briser sur ces rochers, mais créant surtout des remous incessants qui entraînent les navires sur les chiens périns. Basse-Flore est également invisible à marée haute, recouvert par la mer. Le 4 janvier 1827, l'Active, grand bateau s'en allant chercher des religieuses, se brise sur les rochers des chiens périns et entraîne dans la mort ses 80 membres d'équipage. La légende raconte que les îlets, alertés par le coup de canon d'alarme du capitaine de ce grand gabard d'État, assistent, impuissants, à la scène. Ils voient le dernier homme se tenir au bout du mât avant de disparaître sous leurs yeux terrifiés et ébahis. Ce drame va décider de la construction du premier phare de l'île-dieu. Érigée sur la butte de la Petite Foule, la tour tronconique de 33 mètres de haut est dynamitée au moment de la retraite allemande en 1944. 6 ans plus tard, en 1950, la reconstruction du grand phare est confiée à Maurice Durand, architecte vendéen. Le phare est achevé 1 an plus tard et culmine à 38 mètres, soit 5 mètres plus haut que son prédécesseur, et projette son éclat blanc toutes les 5 secondes à 23,5 milles alentour. En 2016, nombre d'îlets ont été salués Armel Lecléache à la pointe du Châtelet, lui qui était passé tout près des côtes de France et qui a donc dû apercevoir le phare. Pour le skipper tour du mondiste, apercevoir cette tour carrée, soutenue par un soubassement pyramidal, est synonyme de soulagement, celui d'avoir le sentiment du devoir accompli en terminant cette aventure sur le globe, mais aussi, et pour beaucoup, de la tristesse, car l'aventure s'arrête. Déjà. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye.